de Impôt Expert en direct. Donc, on est ici. Donc, je me présente encore une fois. Mon nom, c'est Jerry Vitoratos. Je présente aussi Ida Celli de l'autre bord. Bonjour, Ida. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, comme avec les autres sessions, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions directement. Ida, je pense que on avait des questions en avance. Ça se peut-tu? Oui, on avait des questions. Alors, OK, allez-y. avant de commencer, veux-tu rappeler tout le monde quelles sont les dates limites pour cette année? Bon, oui, très bon point. Donc, les dates limites, premièrement, pour la déclaration de revenus, c'est le 1er juin, autant du côté fédéral que du côté provincial. OK, donc dans les deux bases, c'est le 1er juin, la date butoir pour la déclaration de revenus. OK, donc ça, c'est premièrement. La date butoir pour payer le montant dû, si vous en avez un montant dû sur votre déclaration de revenus ou si vous avez et pour les pénalités, si c'est le cas, OK, c'est le 1er septembre 2020. Donc, le gouvernement a repoussé les deux dates et la date butoir maintenant pour le paiement d'un montant dû de la déclaration de revenus, c'est le 1er septembre. Donc, date butoir déclaration de revenus 1er juin, date butoir pour le montant dû et les pénalités, les intérêts. Et pour ne pas payer des pénalités, des intérêts, c'est le 1er septembre. Donc, voilà. OK. Alors, merci, Jerry. On va commencer avec les questions qu'on a reçues. Madame Chantal Croussette. Alors, bonjour. J'ai vendu ma résidence principale que veut dire année de constitution d'une servitude réelle grevant le bien. Mon document dit aucune servitude, donc j'inscris 0. Et ça me donne erreur. Et si je n'inscris rien, ça me donne erreur aussi en disant de remplir l'espace laissé en blanc. Que dois-je faire? Très bonne question, honnêtement. Pour la servitude, habituellement, ça ne devrait pas affecter le calcul de votre déclaration de revenus. Dans ce cas, ça serait, je veux juste voir, ce serait dans le logiciel peut-être que cette saisie-là est effectuée, mais d'après moi, ça ne devrait pas s'affecter votre calcul. Honnêtement, je vois pas de quelle façon ça affecte à votre calcul. Honnêtement, je vais vous revenir là-dessus parce que c'est quand même une question assez complexe là, en termes de servitude, parce que servitude, on parle à l'usage par une autre personne de votre immeuble ou de votre terrain, par exemple. On va vous revenir là-dessus sur cette servitude-là. On va revenir là-dessus. C'est quoi l'autre question? OK. De André. J'ai par erreur déclaré un gain en capital pour la vente d'actions qui était dans mon dossier FER, qui n'est pas imposable. Comment corriger cela sur mon rapport d'impôt? OK. Tu pourrais-tu répéter la première partie? La première partie de la question? Oui. C'est j'ai par erreur déclaré un gain en capital pour gain en capital pour la vente d'actions qui était dans mon dossier FER, OK, qui n'est OK. pas imposable. Comment OK. corriger? Oui, effectivement. Ben, dans ce cas-là, si vous avez déjà envoyé la déclaration de revenus, ben, ça prend un rajustement. Il faudrait faire un rajustement de votre déclaration de revenus. Ça prend absolument ça. OK. Oui, effectivement, une disposition que vous avez faite à l'intérieur de votre fer n'est pas imposable. Effectivement. C'est seulement les retraits de vos fers qui sont imposables. Donc, dans ce cas, si vous l'avez déjà envoyé au gouvernement, ça vous prend un rajustement. Vous pouvez vous procéder avec un rajustement de deux façons. Vous pouvez aller par l'entremise du logiciel, par Impôt Expert. Quand vous êtes dans le montage de l'entrevue, dans l'entrevue, vers le bas complètement, vous avez la section qui s'appelle Autres sujets. Donc, quand vous êtes sur Autres sujets, vous cochez la case à demande de redressement d'une déclaration de revenus. Il y a une section vers le bas à gauche qui s'appelle Autres sujets et vous cochez la case Demande de redressement d'une déclaration de revenus. Vous cliquez sur Suivant en bas à droite de l'écran et vous devez avoir une section qui va apparaître qui s'appelle Demande de redressement. Okay? Dans votre menu de gauche de l'entrevue. Vous allez là-dedans et vous cliquez sur les formulaires de rajustement. Ça, c'en est une façon.
Une autre façon, c'est d'aller par Mon dossier de l'ARC et Mon dossier de Revenu Québec. C'est le portail en ligne pour les deux paliers du gouvernement. Vous pouvez aller directement là-dedans et effectuer votre redressement directement sur le site, sur votre portail de Revenu Québec et Revenu Canada qui s'appelle Mon dossier. Et l'avantage d'aller par l'entremise du portail Mon dossier, c'est que vous pouvez envoyer votre redressement en ligne. Vous l'envoyez directement au gouvernement. Ça, c'est l'avantage de le faire de cette façon-là. Si vous le faites par l'entremise du formulaire du logiciel, ça prend un peu plus de temps du côté du gouvernement. Bon, OK. des bonnes questions. Ben oui. Maintenant, j'ai Anka qui demande pour les dépenses de bureau à domicile d'un travail indépendant, quel est le pourcentage du domicile qui est utilisé à des fins personnelles? OK, excuse-moi, j'avais juste un petit problème technique. Tu pourrais-tu juste répéter la première partie de la question? Excusez-moi. OK. Pour dépenses de bureau à domicile d'un Ouais. travail indépendant, quel est le pourcentage du domicile qui est utilisé à des fins personnelles? Ça dépend. La réponse à la question, c'est que ça dépend. Donc, il faut prendre la mesure de l'immeuble, en d'autres mots. En d'autres mots, votre bureau maison, ça représente quel pourcentage de la superficie de votre maison? C'est ça, c'est comme ça que vous allez déterminer votre pourcentage. Il n'y a pas un pourcentage que vous utilisez comme standard. Là. Ça n'existe pas. OK? Il faut absolument que vous déterminez, bon, ben, le bureau maison que vous avez, ça représente quel pourcentage de la superficie de la maison. Du moment que vous avez ce pourcentage-là, ben c'est ce pourcentage-là que vous allez utiliser pour les fins des dépenses de bureau à domicile. C'est de cette façon-là que vous allez le déterminer. OK, tu es prêt pour la prochaine? Oui, je suis prêt. OK, Chantal. Pour les T5 et T5008 conjoints aux deux noms, est-ce qu'on peut les appliquer 100% à un des deux conjoints? Si oui, est-ce plus avantageux de les appliquer au plus haut ou plus bas salarié? Bon, la réponse est non. On ne peut pas tout simplement choisir dans ce cas-là. Du moment que vous avez un compte qui est partagé entre les deux conjoints, on ne peut pas juste décider de changer le pourcentage de revenus entre les deux. Si vous avez le code 2, le code bénéficiaire de 2 sur le feuillet T5 ou sur le T5008, ben, ce montant-là doit être partagé 50-50 entre les deux conjoints. La seule exception, et ça, c'est plutôt un calcul fiscal qu'on peut faire, c'est qu'on peut transférer les dividendes d'un conjoint à l'autre, même dans un compte partageable, si on peut augmenter la réclamation pour le crédit du montant pour époux et conjoint de fait. Donc, si par exemple, je prends mon conjoint comme personne à charge sur ma déclaration de revenus, ça c'est une ligne particulière des crédits non remboursables sur ma déclaration de revenus, ben si je peux augmenter cette réclamation-là, là je peux transférer les dividendes de mon conjoint pour être capable d'augmenter cette réclamation-là. Ça c'est vraiment une optimisation que Impôt Expert va effectuer automatiquement pour vous. Il n'y a rien à faire dans le logiciel, c'est Impôt Expert qui s'en charge de le faire pour vous. C'est Optimax qui le décide. Mais sachez que à la base, du moment que c'est un feuillet qui est partageable, un compte partageable entre les deux conjoints, malheureusement, la réponse est non. On ne peut pas partager entre les deux, à l'exception des dividendes. OK, la prochaine question de Patrick Gonzalez. Bonjour. Dans le cas d'un nouveau résident permanent, mai 2019, qui n'a pas travaillé ni eu de revenus, comment faire la déclaration, mais il est marié, mais que la conjointe a déjà 2 enfants de déclaration au Québec? OK, je suis pas sûr de la question. Je sais pas si on pourrait avoir plus de précision là-dessus. Est-ce que la conjointe réside au Canada, oui ou non? Ça, c'est la question que moi, j'aimerais savoir sur cette question-là. Si on pourrait juste rajouter un commentaire dans les commentaires, là, si on pourrait rajouter des précisions dans les commentaires, ça m'aiderait. En général, premièrement, juste pour répondre un peu à la question, on peut traiter le dossier avec Impôt Expert. Impôt Expert peut traiter les dossiers
dossier de immigrant. C'est ça le cas, là. Un client qui est devenu résident permanent cette année, ça devient, dans ce cas-là, un immigrant dans la déclaration de revenus. Et ça, on peut le traiter dans le logiciel. Encore une fois, Impôt Expert. Donc, encore une fois, vous allez dans la section montage de l'entrevue, dans le logiciel, dans le menu à gauche de l'entrevue. Et dans la section qui s'appelle situation spécifique, vous avez l'option de immigrant, émigrant, particulier, non résident. Donc, vous allez cocher la case à côté de immigrant. Vous allez dire suivant vers le bas à droite de la page. Et après ça, vous allez cliquer sur la case. Là, vous allez avoir une section qui s'appelle immigrant, émigrant, non résident, qui va apparaître dans votre menu à gauche de l'écran entrevue. Quand vous êtes là-dedans, vous allez cliquer sur vous avez immigré au Canada. Vous cliquez dessus et là, vous répondez maintenant aux questions que le logiciel va vous poser. OK? Donc, qu'est-ce qui est très important, c'est de bien indiquer la date et de bien indiquer les revenus que la personne a gagnés à l'extérieur du Canada jusqu'à la date qu'il ou elle est arrivé au Canada. Parce qu'avec ces renseignements-là, le logiciel va déterminer si le client a le droit à ses pleins crédits non remboursables ou non. Parce que si le client ne rejoint pas ce qu'on appelle la règle de 90%, bien malheureusement, le montant personnel de base, qui est un crédit non remboursable que tous les résidents canadiens ont droit, bien ce montant-là va être proraté d'après le nombre de jours que la personne était au Canada. OK, donc ça, c'est l'importance là. Donc, après ça, pour le conjoint, je suis pas sûr exactement. J'ai pas tous les renseignements, malheureusement. Il vient de répondre que le conjoint est à Montréal. Il est au Canada. Ah, le conjoint est déjà au Canada. OK, donc, vous, dans ce cas-là, vous rajoutez le conjoint comme un résident factuel du Canada. Donc, il n'y a rien qui change pour le conjoint. Il n'y a rien de spécial à indiquer dans le conjoint. OK, mais dans l'immigrant, il faut suivre la procédure que je viens juste de vous mentionner. OK, donc il faut rajouter cette section-là pour déterminer ses crédits non remboursables. En plus, qu'est-ce qui est important? Dans cette même section, OK, il faut préciser les revenus que la personne a gagnés au moment que la personne résidait au Canada. Il y a une section pour répondre à cette question-là. Donc, c'est très important de bien répondre à cette question. OK. Monsieur Denis Brunet. Lorsque je fais un rapport pour un couple, je ne trouve pas la page adresse actuelle pour le conjoint, ce qui fait que je ne peux pas y indiquer ses numéros de téléphone personnel et au travail, car ceux-ci sont différents de ceux de son conjoint. Oui, mais parce que on laisse dans ce cas-là, il me semble qu'on a une option pour le conjoint pour mettre une adresse différente et un numéro de téléphone différent. Donc, si vous allez dans l'identification du conjoint, okay, vers le bas de la page, vous avez une question qui vous dit « Avez-vous la même adresse que votre conjoint? » Donc, quand vous cliquez dessus, vous pouvez dire oui, vous avez deux choix. On peut dire non, puis là, on remet, là, les sections pour l'adresse sont là, et là, on peut mettre le numéro de téléphone, ou on peut dire carrément oui, mais le numéro de téléphone est différent. Il y a un choix là-dedans qu'on peut effectuer. Donc, on le sélectionne et là, le logiciel va vous donner l'option après, en cliquant sur suivant vers le bas de la page. Le logiciel va vous donner l'option de rentrer un numéro de téléphone différent pour le conjoint. Donc, l'option est là, encore une fois, dans l'identification du conjoint, dans la section identification du conjoint dans l'entrevue. La dernière question, avez-vous la même adresse que votre conjoint? Et là, vous effectuez le choix. OK. Françoise, est-ce que la rénovation d'une pièce en chambre au rez-de-chaussée pourrait être considérée comme une dépense pour aménagement pour une personne âgée? La réponse, c'est ça dépend. Ça pourrait être oui, mais ça dépend du type de travaux que vous avez effectués. Il faudrait voir. Moi, là, j'ai pas les règles directement en tête, là, mais il faut que l'aménagement soit pour les fins de rendre cette pièce-là plus accessible. Donc, si c'est le cas, et vous pouvez aller dans le guide directement de l'ARC, là, qui va vous expliquer le principe. Mais si vous rejoignez les critères, la réponse est oui, ça pourrait, mais encore une fois, ça dépend si l'aménagement a été fait pour rendre cette partie de l'immeuble plus accessible. Donc, il faudrait vérifier le guide. Allez-y dans le guide général du gouvernement fédéral. Vous pouvez aller sur le site de l'ARC.
Donc c'est arc.gc.ca et vous tapez dans la recherche guide général. Et là, vous pouvez aller directement dans la ligne que représente ce crédit-là. Merci. Alors, suivant, Fadila. Mon fils de 15 ans a commencé à travailler en juin 2019. Il est en garde partagée comment dois-je déclarer ses revenus exactement? Sur quelle ligne sur sa déclaration? Ben, OK, donc ton fils a travaillé, donc c'est un revenu d'emploi comme n'importe quel autre, comme dans votre propre dossier. Il n'y a pas de différence. Donc, vous allez dans son dossier, vous allez dans le montage de l'entrevue, comme vous le faites avec votre propre dossier dans le logiciel. Vous allez cocher la case à côté du T4. OK? Et quand vous êtes et là, vous êtes suivant, OK, dans le montage d'entrevue, vous avez le T4 et vous déclarez son T4 tel qu'il est indiqué par le feuillet. Il n'y a pas de différence, ça va être la même saisie que dans votre dossier. Il n'y a pas de différence dans ce cas. OK? C'est la façon que vous allez le faire. OK. Prochaine question. Mag. Lorsque je remplis la déclaration de mon fils de 15 ans, qui a juste 4 400 $ en 2019, le logiciel dit qu'il doit payer 41 $ d'impôts au fédéral pour la RQAP. Est-ce normal pour qu'un jeune de 15 ans qui gagne moins de 5 000 $ par année doit payer ce montant? Ça se peut, parce que si le client, si ton fils n'a pas versé dans la RQAP, dans ce cas-là, on doit le verser dans la déclaration de revenus. Juste par hasard, je vais juste aller voir c'est quoi le montant limite, je me souviens pas. Je vais aller sur l'annexe R de la déclaration de revenus pour voir c'est quoi le montant minimum qu'il faut avoir. Donc, vous voyez, c'est 2000 $. C'est le seuil de versement. Donc, il veut dire que malheureusement, ça semble le cas là, il faut payer. Ça, honnêtement, ça aurait dû être l'employeur qui aurait dû verser ce montant-là. OK, il aurait dû prélever le montant à la source. Donc, malheureusement, la réponse est oui, parce que le seuil de contribution, c'est 2000 $. Puis comme vous avez indiqué dans votre question, c'est 4400 que votre fils a gagné, qui veut dire que si ton fils n'a pas versé durant l'année, ben ton fils doit verser sur la déclaration de revenus directement. Malheureusement, la réponse est oui. OK. Prochaine question de Marianne. Je suis en permis fermé, pas de résidence demandée. Ai-je droit à un crédit d'impôt de solidarité? C'est quoi la première question? Elle est dans une résidence de quoi? Non, je suis en permis fermé. Permis fermé. Oui, pas de résidence demandée. Elle n'a pas demandé sa résidence. OK. Encore une fois, regarde, la solidarité, n'oublie pas la solidarité, c'est deux composantes. T'as trois composantes. Bon, j'assume que vous n'êtes pas dans un village nordique, donc on enlève ces particularités-là. Les deux autres composantes, c'est la TVQ et la partie pour l'impôt foncier qu'on appelle, OK, qui est vraiment la résidence, OK? Bon, la TVQ, vous avez le droit, peu importe si vous résidez dans une résidence ou non. La partie immeuble, ça dépend, est-ce que vous avez reçu un relevé 31? C'est vraiment ça la question. OK, si vous avez reçu un relevé 31, ben vous avez le droit à la composante impôt foncier. Si vous n'avez pas reçu de relevé 31, malheureusement, vous n'avez pas le droit à cette composante-là. Mais si vous n'avez pas de relevé 31, vous pouvez quand même réclamer la composante TVQ si vous ne dépassez pas les seuils de revenus, pour l'admissibilité. OK, donc si vous ne dépassez pas ce revenu-là, vous avez au moins le droit à cette composante-là. OK. Bon, Madame Camille Maillet, comment déclarer un proche aidant sur le rapport soutien de ma mère dans son appartement d'Alzheimer? Et vous avez dit aidant naturel, ça se peut-tu? C'est ça? Pour aidant naturel? Dans proche aidant, oui. Proche aidant, OK. C'est probablement aidant naturel. Pas nécessairement. Proche aidant, malheureusement, regarde, si vous parlez de la nouvelle quatrième composante de aidant naturel, malheureusement, on ne peut pas le faire s'il réside dans une résidence parce que vous ne subvenez pas à ses besoins journaliers. C'est vraiment la résidence qui le fait.
Donc, il faudrait prouver dans ce cas-là, si vous allez, parce que là, la preuve, c'est qu'à tous les jours, vous allez pour subvenir aux besoins journaliers de votre mère. Mais si elle réside dans une résidence, ça va être très difficile de faire cette preuve-là. Donc, d'après moi, regarde, il faudrait vérifier les critères. Encore une fois, c'est dans le guide général de la Déclaration du Québec que vous allez les consulter. Si elle est à la ligne 462, si je me souviens bien. Mais d'après moi, ça serait difficile parce que dans une résidence personne aînée, parce que c'est très difficile de faire cette preuve-là que vous subvenez à ses besoins de tous les jours. Ça va être très, très difficile. OK. Sonia, pour le pourcentage de superficie de le bureau à la maison, pour un travailleur indépendant, doit être une pièce fermée et non la cuisine et salon, comme une pièce ouverte. Moi, je dirais une pièce fermée. Moi, je dirais que ça doit être une chambre, pas une cuisine, là, d'après. Parce que n'oublie pas, là, pour le gouvernement, le critère pour le bureau à domicile, c'est vraiment une place qui est dédiée à votre entreprise. OK, c'est vraiment dédié à votre bureau. Donc, si votre cuisine, c'est très difficile de faire cette preuve-là, de dire, ben, cette partie de votre cuisine est dédiée seulement pour votre travail indépendant. Ça va être très difficile de faire cette preuve-là. OK? Donc, ça prend vraiment une chambre. Et la chambre doit être vraiment dédiée. Cette partie-là devrait être dédiée. OK? Cuisine, très difficile. Moi, je vous dirais le sous-sol, peut-être. Vous pouvez faire cet argument-là, mais une cuisine, absolument pas. Là. Le gouvernement ne va pas accepter une cuisine pour le bureau à domicile. Donc, moi, je vous dirais une pièce fermée, ça serait plus facile de faire la preuve. OK? Donc, vraiment, ça serait une pièce fermée, moi, je vous dirais. OK. Françoise, si j'envoie ma déclaration maintenant et que j'ai un solde à payer, est-ce que je pourrais le payer uniquement au mois de septembre? Ça semble que oui. Regarde, si on regarde tous les renseignements qui sont donnés par le gouvernement, la réponse est oui. Vous avez jusqu'au 1er septembre de payer ce montant-là. Donc, d'après tous les renseignements. Vérifiez avec le gouvernement aussi, juste en tout cas, appelez le bureau d'aide juste pour être sûr. Mais garde tous les renseignements que les deux paliers du gouvernement ont sortis jusqu'à maintenant. Ça semble que la réponse est oui. Bon, Christiane, bonjour, on est un couple séparé et on a un enfant à charge. Actuellement, la mère a la charge de l'enfant. Le père a payé un camp de jour. Comment déduire cette dépense dans le rapport d'impôt du père? OK. Donc, vous allez être obligé de rajouter l'enfant comme une personne à charge, mais d'annuler certains des crédits. Parce que si c'est un parent qui prend l'enfant comme personne à charge, mais c'est l'autre qui va juste prendre ce reçu en particulier pour les frais de garde, dans ce cas-là, vous allez rajouter l'enfant comme personne à charge dans votre dossier d'impôt expert. Vous allez rajouter le reçu de frais de garde, mais vous allez vous assurer d'annuler certains des crédits qui seront applicables pour l'enfant. OK? Et ça, vous allez le faire, il me semble, dans autres déductions et crédits. Vous allez dans cette section-là ou dans montage d'entrevue. Ça se peut aussi que vous pouvez le faire dans votre propre dossier. Non, c'est vraiment dans la personne à charge, excusez-moi. C'est vraiment dans la personne à charge et vous allez dire tout simplement de ne pas réclamer l'enfant comme personne à charge dans le dossier de l'enfant. Merci. Alors, prochaine question, Kathleen. À quel endroit doit-on rentrer un relevé 27? Un relevé 27, si je me souviens bien, c'est des contrats. Je vais juste aller le chercher 2 secondes, juste pour le voir devant moi. Mais il me semble que c'est des contrats. Puis d'après moi, dans ce paiement du gouvernement, donc juste aller visualiser 2 secondes le formulaire comme tel. Je m'assure. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est un travail autonome. Donc, ça, c'est un revenu d'entreprise que vous allez l'indiquer. Parce que c'est un paiement contractuel qui veut dire c'est vraiment un travail autonome. Donc, dans Impôt Expert, vous allez vous rajouter la section travailleur autonome. Donc, encore une fois, montage de l'entrevue dans le menu à gauche.
et vous allez, dans ce cas-là, dans la section travailleurs autonomes, et vous allez cocher la case à côté de revenus d'un travail indépendant. Donc, vous cochez la case à côté de revenus d'un travail indépendant. Vous dites suivant, et dans ce cas-là, le logiciel va rajouter la section appropriée qui va s'appeler Revenu d'un travail indépendant et vous allez cliquer la section appropriée à droite. Donc, c'est travail autonome, c'est revenu d'entreprise dans ce cas. OK. Maintenant, prochaine question de Céline Simard. Mon conjoint a été traité pour soins de santé à l'extérieur de notre région. L'hôpital payait un certain montant pour le gaz et logement. Ouais. Est-ce que je peux réclamer dans les frais médicaux le montant pour repas et la différence pour les dépenses de gaz? Si oui, dans Impôt Expert, c'est à quel endroit que je dois réclamer ces montants? Okay, la réponse est oui. Mais ça, encore une fois, comme n'importe quelle autre question fiscale, là, puis vous allez m'entendre dire cette joke plate là, à chaque fois, là, c'est la réponse de chaque question fiscale, c'est que ça dépend. OK? C'est tout simplement ça. Parce qu'il y a des conditions. Sur n'importe quel crédit que vous pouvez réclamer, il y a toujours des conditions. Donc, si vous rejoignez la condition, je pense qu'il faut dépasser le seuil de 40 km. Donc, ça doit être donc le service médical qui n'était pas dans votre région doit être au moins 40 km de chez vous. OK, donc ça, c'est le premier prérequis. OK, du moment que vous rejoignez ce prérequis-là, ben, la façon de le saisir dans le logiciel, c'est dans les frais médicaux que vous allez le saisir directement. OK, donc, encore une fois, montage d'entrevue, vous vous assurez que vous avez rajouté la section pour frais médicaux. OK, donc vous assurez, ça c'est dans les crédits dans ce cas. Donc, déduction fiscale courante, donc frais médicaux, personnes handicapées, vous vous assurez d'avoir cette section-là de cocher. Vous dites suivant. Et dans les sections à gauche de l'entrevue, vous allez avoir une section qui s'appelle frais médicaux. OK, donc vous allez là-dedans. OK, donc quand vous êtes là-dedans, vous cliquez sur frais médicaux. OK, et vous allez avoir une section à droite qui s'appelle frais pour soins médicaux non dispensés dans votre région. Et vous allez saisir directement là-dedans ces frais en particulier qui sont admissibles. Comme vous les avez décrits déjà, les frais de déplacement, les repas, etc., etc. Donc, vous allez les saisir là-dedans. Donc, en sommaire, vous allez les saisir dans les frais médicaux, directement dans cette section-là. Et vous allez avoir une section en particulier qui s'appelle frais médicaux non dispensés dans votre région. Prochaine question, Isabelle Natton. Comment reporter des frais de bureau lorsque revenu est inférieur aux dépenses? Y a-t-il un endroit dans le logiciel pour le faire si on l'a fait sur des années précédentes, 2017 et 2018, peut-on les déclarer pour le 2019 et comment? Oui, OK. Donc, effectivement, vous venez juste de préciser la règle, la condition. C'est qu'on ne peut pas créer une perte avec les frais de bureau à domicile. OK? Donc, on ne peut pas créer une perte d'entreprise dans ce cas-là sur les frais de bureau à domicile. On peut seulement réclamer les frais de bureau jusqu'à temps qu'on réduit notre revenu net à zéro. Et le montant qui dépasse dans ce cas-là est reportable aux années suivantes. Donc, ça, c'est la règle pour les frais de bureau à domicile. Donc, dans le logiciel, effectivement, oui, premièrement, le logiciel va appliquer cette règle-là automatiquement. Il n'y a rien à faire. Donc, vous saisissez vos dépenses comme vous le faites à l'habitude. Vous saisissez le total de vos dépenses et le logiciel va appliquer cette règle-là, cette limite-là automatiquement pour vous et va reporter à l'année suivante pour vous. Bon, si vous n'avez pas maintenant ces rapports-là, par exemple, vous venez juste de commencer avec Impôt Expert et vous n'avez pas ces montants-là, ben il y a une ligne en particulier à compléter pour saisir ce montant reportable-là. Puis, quand vous êtes dans la section revenus d'un travail indépendant et quand vous saisissez vos renseignements, là, dans le menu à gauche, vous avez évidemment la section frais de bureau à domicile. Donc, quand vous êtes là-dedans, la première ligne s'appelle portion non utilisée des frais de bureau à domicile reportés de l'an dernier. C'est littéralement la première saisie quand vous êtes dans la section de dépenses de bureau à domicile. Donc, vous saisissez le montant là-dedans. Si vous avez travaillé avec Impôt Expert depuis plusieurs années,
cette case-là va être saisie automatiquement par Impôt Expert. Il n'y a rien à faire, c'est Impôt Expert qui s'en charge. OK? Et il va appliquer cette règle-là automatiquement pour vous. OK. Monsieur Jacques Rossette, j'ai une perte en capital en 2019 que je voulais déduire de gain en capital fait en 2016-2017. Celle-ci apparaît sur le formulaire de demande de report rétrospectif d'une perte, mais sur mon avis de cotisation du fédéral, il n'y a aucune mention à cet effet. Oui. Effectivement, oui, c'est normal. OK? Donc, vous avez les formulaires T1A du côté fédéral et le TP1012 du côté provincial, si c'est applicable. OK? Donc, dans ces cas-là, vous faites votre demande. Le T1A et le TP1012, c'est tout simplement une demande de rajustement des années précédentes. C'est carrément le même principe qu'un rajustement. Donc, en transmettant votre déclaration de revenus, vous avez fait votre demande et là, vous devrez avoir de nouvelles avis de cotisation pour les années 2016, 2017 et 2018. C'est de cette façon-là que le gouvernement va appliquer ce report rétroactif. Donc, dans votre avis de cotisation 2019, c'est tout à fait normal, il n'y a rien. OK, parce que vous ne les appliquez pas en 2019, vous les appliquez dans les années précédentes. Donc, dans les prochaines semaines, le gouvernement, les deux paliers vont vous envoyer de nouvelles avis de cotisation pour ces années antérieures. Donc, il faut juste les attendre avec vos chèques parce qu'ils vont évidemment vous rembourser. Parfait. Maintenant, prochaine question de Christiane. Si un couple séparé veut prendre chacun 50% des dépenses de leur fils à charge, comment le faire? Pouvez-vous juste répéter quel type de frais qu'ils veulent prendre? Les dépenses pour leur fils à charge. OK, bon. Ben, vous pouvez le faire. Si on parle des frais de garde, on peut le faire par reçu. Donc, tout simplement, vous allez déclarer, donc dans le dossier de l'enfant, parce que là, vous allez avoir l'enfant deux fois, tout simplement. Si les deux parents utilisent Impôt Expert, ben, les deux parents doivent avoir le fils ou l'enfant dans leur dossier comme personne à charge. Donc là, il faut carrément partager les reçus. OK? Donc, vous allez déclarer les reçus pour un enfant dans le dossier du père et les reçus de la mère dans le dossier de l'enfant qui est relié à la mère. C'est de cette façon-là que vous allez le partager. Où ça devient corsé maintenant, c'est dans le cas de la réclamation pour le montant, pour le crédit de la personne à charge. OK? Ce montant-là, malheureusement, n'est pas partageable. On ne peut pas partager ce montant-là entre les deux parents. Donc, c'est un ou l'autre qui doit réclamer ce crédit. Donc, les parents doivent être en accord et plus tard, ils peuvent se le partager eux-mêmes plus tard. Mais sur la déclaration de revenus, le montant n'est pas partageable. Et ça, c'est le crédit pour passer à la charge. Donc, il doit avoir un accord à l'amiable entre les deux ex-conjoints pour ce montant-là. Mais pour les frais de garde et les autres types de frais, par exemple les frais d'activité sportive, les frais d'activité artistique, qui sont encore applicables du côté provincial. Au fédéral, ils sont plus là, mais au provincial, on peut quand même les réclamer. Mais on va les faire par reçu, tout simplement. Parfait. Merci, Jerry. Maintenant, j'ai quelques questions un petit peu différentes concernant le téléchargement des feuillets d'information de l'ARC. Il y a quelques-uns qui réclament ça bloque. Il y a des personnes qui réclament ils ont les feuillets en double. Peux-tu peut-être reviser les procédures? Ouais. OK, donc ça, en termes de la procédure, c'est assez facile de le faire dans le logiciel. Vous cochez, vous allez avoir la question tout simplement dans votre entrevue, là. Service pré-remplir de l'ARC, vous allez avoir la même question pour le Québec. OK, donc service pré-remplir des deux bords. Vous cochez la case simplement, vous dites suivant, puis après ça, le logiciel va vous donner l'option de télécharger. Bon, de télécharger des deux bords. OK? Bon, sachez que ça vous prend absolument, du côté fédéral, ça vous prend un compte avec mon dossier de l'ARC. OK? Du côté provincial, ça vous prend votre code. Et ça, vous allez chercher votre code avec votre numéro d'avis de cotisation de l'année précédente, en plus de votre numéro d'assurance sociale et je pense votre date de naissance. Ça prend ces renseignements-là du côté du Québec et votre numéro d'avis de cotisation de l'année précédente. Et là, vous serez capable de télécharger. C'est très facile de le faire dans le logiciel. Bon.
En termes de ces problèmes techniques-là, ça, c'est pas de notre bord. Malheureusement, quelquefois, il y a des problèmes du côté de Revenu Canada et de Revenu et je pense que c'est particulièrement Revenu Canada qu'on constate ces problèmes-là. On fait que télécharger les renseignements qui sont présentés par Revenu Canada. Donc, il faudrait juste le refaire tout simplement. OK, réessayer à nouveau dans quelques heures pour voir si les problèmes sont réglés. Ça, malheureusement, on peut rien y faire de notre bord parce que nous, on télécharge tout simplement qu'est-ce que le gouvernement nous donne. C'est un paquet qui est envoyé par Revenu Canada. Donc, il n'y a rien à faire, malheureusement. Il faudrait juste réessayer le téléchargement s'il y a ces problèmes techniques. Merci. Prochaine question, François. Y a-t-il un endroit dans l'entrevue pour réclamer une déduction pour Crédit canadien pour la formation 2020? Ou est-ce que ça va commencer seulement en 2020? Donc, tu viens juste de répondre à ta question. C'est vraiment 2020. C'est vraiment en 2020 que vous allez avoir droit à ce crédit-là. En 2010, qu'est-ce qui arrive en 2019 et pourquoi vous voyez le formulaire maison que Impôt Expert vous produit quand vous produisez votre déclaration de revenus? C'est parce que ça vous prend une limite pour être capable de réclamer le crédit en 2020. Et la limite, on commence à la cumuler dans l'année fiscale 2019. Et c'est ça que le logiciel est en train de vous montrer avec le formulaire maison Crédit canadien pour la formation. C'est ça que le logiciel est en train de vous montrer présentement. OK? Donc, il faut absolument produire votre déclaration de revenus en 2019 et rejoindre les prérequis pour le Crédit canadien pour la formation. Donc, en d'autres mots, ça vous prend, je pense que c'est un revenu d'emploi d'au moins 10 000. Il faut être résident tout au long de l'année et il ne faut pas dépasser le seuil de revenu de 147 000, grosso modo. OK? Donc, du moment que vous rejoignez ces critères-là, ben, dans ce cas-là, vous venez juste de cumuler un 250 $ pour le crédit pour l'année 2020. Donc, c'est seulement en 2020 qu'on va le réclamer à partir du montant que vous avez cumulé en 2019. Et c'est ça que l'échelle est en train de vous montrer et va reporter ce montant-là, cette limite-là automatiquement pour vous en 2020. Merci. Marine Dos Santos Leroy. Je ne sais plus à quel endroit cela se trouve, mais qu'est-ce que le code d'activité? Je pense, ça se peut-tu que ce soit le CIAN, peut-être le code d'activité de CIAN. Ça se peut que ce soit ça là, dans une entreprise. Ça se peut, ben j'assume là, je suis pas sûr, peut-être que si on pourrait avoir plus de précision dans les commentaires, mais d'après moi c'est ça la question. Ben ça devrait être là, vous devrez l'avoir dans la première partie quand vous saisissez un revenu d'entreprise. Là, vous devez avoir ce code de classification et de ce code d'activité-là. Vous cliquez sur le menu déroulant et vous choisissez ce qui est applicable pour vous. Il me semble que c'est ça la question, mais si c'est pas le cas, si je suis dans le tort, là, juste à réécrire dans les commentaires dans ce cas. OK. Christiane Bouchard. Ouais. Mon fils a reçu un montant de 2 000 pour honoraires professionnels. Sur le T4A, le montant est inscrit à la case 48. Ouais. Sur le relevé 1, le 2 000 est inscrit à la case O avec le code RD. Ouais. Lorsque je complète sa déclaration de revenus, on me demande de compléter 2 fois un T2125, soit un pour un revenu professionnel et un pour un revenu d'entreprise. Comment corriger cette erreur? OK, ben premièrement, vous allez utiliser seulement un T2125 pour le saisir. OK, donc la case 48 du T4A, vous allez le saisir une fois. Vous n'avez pas besoin de ressaisir le montant provincial. Vous saisissez seulement le montant fédéral dans la case 48. Quand vous allez vous rendre dans l'entreprise, vous allez dans un de ces choix-là, qui serait le choix professionnel. Vous cliquez sur le menu déroulant, OK, et vous devez avoir dans le revenu brut. OK, donc quand vous êtes dans l'entreprise et vous saisissez vos revenus et vos dépenses, OK, vous allez avoir une case, c'est pas un menu déroulant, excusez-moi, c'est une case qui vous dit honoraires et sommes pour services rendus T4A, case 48. Vous allez utiliser cette case-là pour le saisir. Il faut que ce montant-là soit identique avec le montant que vous avez saisi dans le T4A, case 48. Sinon, vous allez avoir ce code d'erreur-là. OK? Donc, il faut matcher, en d'autres mots, là, il faut que ce soit identique, le montant que vous saisissez
les revenus d'entreprise et il faut absolument choisir la case 48. Il faut vraiment le saisir là-dedans. Et dans le T4A, case 48. Et dans ce cas-là, ça devrait résoudre ce problème-là. OK. Maintenant, cette question est un petit peu plus longue. C'est de Lorraine Asselin. C'est concernant des frais médicaux des conjoints. OK. Au fédéral, elle a constaté que le crédit pour les frais médicaux est attribué au conjoint qui fractionne ses rentes. Ce conjoint est le plus haut salarié, ce qui me semble aller de soi. Mais au provincial, le crédit n'est pas alloué au même conjoint qu'au fédéral. Pourriez-vous me dire pourquoi? La seule chose que je veux voir, c'est qu'au provincial, suite au fractionnement de revenus, le conjoint qui avait le revenu imposable le plus élevé, celui des deux conjoints qui a le revenu le plus bas. OK. Donc, je comprends la question. Bon, premièrement, on va résoudre le provincial immédiatement. Au provincial, peu importe quel conjoint réclame le montant, il n'y a pas de différence dans la réclamation. La raison pour laquelle il n'y a pas de différence, c'est parce que on réduit les frais médicaux. Le crédit pour les frais médicaux, c'est déterminé en prenant les frais totaux du couple moins le 3% du revenu net combiné familial du couple. OK, donc que ce soit le chef, que ce soit le conjoint, il n'y a aucune différence dans le montant, dans le crédit des frais médicaux qui va être réclamé du côté provincial parce on réduit les frais médicaux par le 3% du revenu net combiné des deux conjoints. Donc, il n'y a pas de différence. Du côté fédéral, oui, effectivement, logiquement, ça devrait aller au revenu du conjoint, ça doit aller dans la déclaration de revenus du conjoint avec les revenus les moins élevés. Ça devrait. OK? Mais ça se peut que l'échelle a effectué un autre choix. Ça se peut qu'il y a d'autres particularités dans le dossier. Par exemple, peut-être que le moindre revenu n'est plus imposable. Donc, si par exemple le moindre revenu n'a plus d'impôt fédéral en prenant tous ces autres crédits à l'exception des frais médicaux, ben dans ce cas-là, il n'y a aucune logique de laisser les frais médicaux dans le dossier de la personne avec le moindre revenu parce que cette personne-là n'est pas imposable. Puis n'oubliez pas que les frais médicaux sont des crédits non remboursables, qui veut dire que si mes crédits dépassent mes impôts, ben je peux pas récupérer la différence. Je peux pas la récupérer comme un remboursement. Je perds ce crédit-là complètement. Donc, il y a des fortes chances que c'est la raison pour laquelle l'échelle a choisi le plus haut revenu. C'est parce que l'autre conjoint a déjà assez de crédit pour réduire son impôt fédéral à 0. Ça se peut. Si c'est pas le cas, ben dans ce cas-là, il faudrait nous contacter directement et on pourrait aller directement dans votre dossier pour voir le pourquoi du pourquoi. OK, mais je vous donne juste un exemple dans ce cas. Mais s'il y a d'autres raisons, évidemment, sans avoir votre dossier devant moi, là, c'est très difficile de déterminer une autre raison pour laquelle le logiciel le donne au plus haut revenu au lieu du moindre revenu. Et pour la même personne a posé la question concernant le montant accordé pour l'âge et la retraite. Il semble que le logiciel détermine qui reçoit combien. Est-ce que c'est relié toujours au revenu total de la maison? Oui. Puis je pense ma théorie, mon hypothèse vient juste d'être confirmée. OK? Parce que si vous avez déjà des transferts pour le montant en raison d'âge, ça veut dire déjà que vous n'êtes pas imposable. Là. OK? Ça veut dire déjà que juste sur le montant personnel de base, vous êtes déjà quasiment pas imposable. Donc, le Shell, effectivement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va transférer le montant que vous n'avez pas besoin à votre conjoint. OK? Donc, le conjoint qui n'a plus besoin de ces crédits-là, et le logiciel va transférer ses crédits à l'autre conjoint qui en a besoin pour réduire son impôt fédéral à 0. Et ça, vous allez le voir dans votre déclaration de revenus du côté fédéral. Vous allez voir une annexe 2 du côté fédéral. Et avec l'annexe 2, vous allez voir ce principe-là. Et je pense ma théorie est déjà quasiment confirmée avec la précision que vous venez juste d'apporter pour les frais médicaux. OK. J'ai une question de Fadi. Comment peut-on ajuster l'état civil pour une déclaration déjà transmise de statut conjoint de fait à statut marié? Pour cela, je pense qu'on ne fait pas sur la déclaration de revenus parce que honnêtement, il n'y a pas de différence en termes de calcul. Conjoint de fait ou conjoint ou marié, vous avez un conjoint à la fin de l'année là, pour le gouvernement. D'après moi, il faudrait le faire. Là, maintenant, vous avez envoyé
Vous pouvez le faire avec un rajustement, avec la procédure que j'avais mentionnée auparavant, avec l'autre personne qui avait le gain en capital dans le faire. On pourrait le faire de cette façon-là. D'après moi, vous êtes mieux servi de le faire avec un formulaire en particulier. Ouais, j'essaie d'y penser. Là, peut-être le RC65, ça se peut. Mais moi, d'après moi, oui, regarde, faites un rajustement de votre déclaration de revenus, tout simplement. Sinon, allez-y par l'entremise du RC65. C'est un formulaire en particulier de Revenu Canada pour faire ce changement-là. OK. Gina, est-ce que je dois déclarer un don, une maison reçue de l'étranger? J'ai vendu la maison, le don en question, en 2019 après le décès de ma grand-mère. Dans ce cas, non, pas nécessairement, parce que n'oubliez pas, là, vous n'avez pas vendu le bien encore. OK? Vous avez reçu le bien en héritage. Donc, ce bien-là, vous avez tout simplement un coût. Vous allez déterminer le coût du bien en déterminant la juste valeur marchande du bien à la date du décès de votre c'était la grand-mère, hein, je crois, ça se peut-tu? Ou la tante, je me souviens plus maintenant. Mais dans ce cas-là, vous avez reçu un héritage, habituellement, il n'y a pas du moment que vous n'avez pas vendu le bien, habituellement, il n'y a pas de conséquences fiscales immédiates dans ce cas quand c'est un don. Parce que c'est un héritage. Il me semblait que c'était un décès là, que vous avez mentionné. Donc, c'est un héritage. Donc, d'après moi, non, à moins que vous vendez le bien. Là, du moment que vous vendez le bien, bien là, évidemment, vous avez une transaction imposable à déclarer. OK. Smile. Bonjour, j'ai eu droit à la déduction additionnelle de 60% pour l'amortissement d'un ordinateur acheté en 2018. Comment dois-je procéder pour cet amortissement pour 2019? Comme à l'habitude, vous continuez à amortir le bien comme d'après le taux qui est indiqué pour cette catégorie-là. OK, donc vous ne tombez pas malheureusement dans les nouvelles règles, l'incitatif à l'investissement accéléré, parce que vous n'avez pas acheté le bien après le 20 novembre 2018 ou après le 3 décembre 2018. Donc, à cause de cela, mais vous continuez à amortir le bien. Qu'est-ce qui reste là dans ce cas-là? Vous continuez à amortir le bien tout simplement d'après le taux applicable pour ce bien. OK. Question de Pierre-Dominique. Un musicien qui reçoit un T4A avec un montant à la case 48, doit-il inclure ce montant dans ses ventes brutes? Si oui, doit-il l'inclure de la TPS-TVQ? Oui, donc la réponse est oui. Donc, premièrement, c'est un travailleur autonome. La case 48, ça le confirme que c'est un travailleur autonome dans ce cas-là. Donc, c'est un revenu d'entreprise qu'il faut saisir. Vous avez une case en particulier pour la case 48 dans votre revenu brut d'entreprise dans le logiciel. Donc, vous le saisissez là-dedans et il faut saisir le même montant identique dans le T4A case 48. Il faut ressaisir ce montant-là directement. Oui, effectivement, vous pouvez le saisir avec la TPS-TVQ. Si la TPS-TVQ a été remis, bien, vous avez une case après pour indiquer le montant remis de TPS-TVQ. Comme ça, c'est enlevé de votre revenu brut. Sinon, vous saisissez tout simplement le revenu brut sans la TPS et la TVQ. Parfait. Maintenant, Louise Parquette. Un travailleur grand routier, comment calculer ses dépenses de repas? Bon, travailler grand outil, ça dépend. Encore une fois, voici ma joke plate, encore une fois. La réponse, c'est ça dépend. Est-ce que vous utilisez la méthode simplifiée ou est-ce que vous allez par la méthode détaillée? Vous avez deux choix en termes des repas. Vous pouvez aller par la méthode détaillée et dans ce cas-là, vous allez carrément réclamer par reçu chacun des dépenses de repas du camionneur, ou vous pouvez aller par la méthode simplifiée. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser le montant prescrit par le gouvernement pour chaque repas. Je pense que c'est quoi, 17-18 $ par repas, quelque chose du genre. Et vous allez tout simplement déterminer le nombre de repas par jour que le camionneur a mangé. OK? Donc, et c'est ça le choix que vous allez avoir. Quand vous saisissez ces renseignements-là dans le logiciel, vous allez avoir ces deux choix-là. Il va vous demander méthode détaillée ou méthode simplifiée. Donc, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est plus... Et là, le choix que vous allez effectuer, c'est vraiment un choix. Et le choix, c'est carrément qu'est-ce qui est plus avantageux pour le camionneur.
Parce que je pense que la moyenne, c'est 17 par repas du côté du gouvernement. Il me semble, ça se peut qu'ils l'ont changé depuis. OK? Mais est-ce que 17 par repas vous donne plus de déduction que les reçus réels du camionneur? Si c'est le cas, allez-y par la méthode simplifiée. Mais si les reçus sont plus dispendieux que le montant prescrit par le gouvernement par repas par la méthode simplifiée, bien, allez-y par les reçus. Mais sachez qu'il faut vraiment, dans ce cas-là, comptabiliser les repas par reçu. Donc, c'est beaucoup plus de travail à faire dans votre saisie. OK? Ça, c'est le choix que vous avez pour les camionneurs. Prochaine question, Valérie Paquin. J'ai atteint ma limite de cotisation REER en 2017. Je n'avais pas le droit de cotiser pendant 2 ans, 2018 et 2019. Pour 2020, je peux cotiser maintenant un certain montant. Si j'atteins ma limite, cette année, est-ce que je serai bloqué pour 2 ans encore? Ben encore une fois, ça dépend. Je le dis tout le temps, là, mais c'est la réponse. Ça dépend. Est-ce que vous allez avoir un revenu gagné en 2020? Parce que n'oublie pas, là, la façon de créer de l'espace, de montant limite dans le réel, c'est en gagnant un revenu de travail. Donc, ça vous prend un revenu de travail ou un revenu net de location ou un revenu net d'entreprise. Ça vous prend un de ces revenus-là et la façon qu'on va créer de la limite dans les années futures, c'est en ayant ces types de revenus-là et on va prendre 18 de ces revenus et on va se créer une limite. Donc, si vous continuez à travailler, il n'y a aucun problème. Vous allez avoir une nouvelle limite à chaque année. Donc, il n'y a pas de problème là si vous continuez à travailler. Mais si vous dépassez dans ce cas-là, votre seuil, votre montant limite de REER, bien là, oui, effectivement, ça se peut que vous n'auriez pas assez d'espace, assez de limites l'année suivante parce que votre revenu gagné n'est pas assez. OK, votre 18 du revenu gagné n'est pas assez. Mais si vous allez respecter votre limite en 2020, si vous continuez à avoir un revenu gagné, vous allez avoir une nouvelle limite pour 2021. Aucun problème là-dessus. Vous allez être capable de contribuer à votre REER. OK. Maintenant, la prochaine question est de Sarah Drouin. Bonjour. Par rapport aux frais de garde pour enfants, nous avons reçu un reçu fédéral. Hop, je pense que j'ai perdu Ida. OK, je vais juste aller voir dans les questions. Excusez-moi tout le monde. Ida, est-ce que vous êtes de retour? On a un peu de problème technique. Je m'excuse. OK, je vais aller dans les questions moi-même. OK, en 2020, bon, est-ce qu'on peut continuer le REER FTQ si on travaille? Bon, Marie-Hélène Gagné a une question. Donc, est-ce qu'on peut continuer le REER FTQ si on travaille à l'extérieur du Canada? La réponse est oui. Il n'y a pas d'exclusion là-dessus en termes de il n'y a pas d'exclusion là-dessus en termes du réel FTQ. Si vous avez de la limite, dans ce cas-là, on peut continuer à contribuer au REER FTQ. Donc, j'assume que vous allez être encore résident du Canada, là, j'assume dans ce cas-là. Même si vous êtes à l'extérieur du Canada, vous restez résident du Canada dans ce cas-là. Donc, oui, effectivement, vous pouvez continuer à contribuer à votre REER FTQ parce que vous allez avoir l'espace pour le faire, tout simplement. OK, bon, on continue avec les questions. Donc, Taruk, dans le cas où le conjoint travaille de la maison pour une institution financière, c'est pas un travailleur autonome, mais il a le contrat qui précise qu'il travaille de la maison. Comme ça se passe pour le loyer. J'ai compris qu'on a droit d'une sorte de remboursement ou de déduction pour la chambre qu'il utilise comme bureau de maison, mais je manque de détails sur ce sujet. Oui, bon, Taruk, effectivement. OK, là, dans ce cas-là, ça vous prend en particulier un formulaire. OK, le formulaire qui doit être signé par l'employeur dans ce cas-là. Donc, premièrement, on parle de dépenses d'emploi. OK, on parle tout simplement de dépenses d'emploi. OK, donc,
Donc, les dépenses d'emploi, oui, effectivement, on peut déduire le bureau à la maison comme dans ce cas-là, comme on l'a vu avec les travailleurs autonomes. C'est le même principe exactement. Mais il y a juste quelques prérequis de plus, OK, du côté d'un travailleur, d'un employé. Ça vous prend un formulaire signé de conditions d'emploi de l'employeur qui précise que l'employé que l'employé doit travailler de chez elle, dans ce cas-là, de chez lui ou de chez elle. Ça fait partie des conditions d'emploi. Donc, le travailleur doit travailler de chez lui ou de chez elle. OK? Le formulaire, il y a deux formulaires. Il y en a un du côté fédéral, un du côté provincial. C'est le T2200, donc le T2200 du côté fédéral, et c'est le TP 64.3 du côté provincial. Ça vous prend absolument ces formulaires-là. Ça vous les prend. OK? Donc, du moment que vous avez ces formulaires-là signés par votre employeur, OK, là, vous avez le droit de prendre ces dépenses-là. OK? Donc, dans le logiciel, OK, dans Impôt Expert, ben, dans le montage de l'entrevue, OK, vous allez à la section Emploi et autres prestations. OK, c'est la section dans le montage de l'entrevue, dans votre entrevue. Et vous allez avoir une option qui s'appelle Dépenses d'emploi. OK, donc c'est dépenses d'emploi. Donc, je coche la case à côté de dépenses d'emploi. Je clique sur Suivant. Et là, maintenant, vous allez dans la section Revenus d'emploi et du T4. OK? Et vous allez avoir, excusez-moi, vous allez avoir une autre section qui s'appelle Dépenses d'emploi dans le menu à gauche. Et là-dedans, vous allez cocher la case appropriée et vous allez commencer à saisir vos dépenses. OK? Donc, absolument, on peut le faire. Bon, question après ça de Maria. Si j'ai un revenu Uber et que j'ai changé ma voiture, comment je dois... Bon, on ramène Ida 2 secondes bon, voilà Ida. Bonjour, désolé. De retour. Bon, parfait. Donc, je continue avec la question de Maria. Donc, si j'ai un revenu d'Uber et que j'ai changé ma voiture, comment que je dois rentrer les données pour les deux autos par rapport au kilométrage et aux dépenses? Bon, Maria, ça dépend dans ce cas-là. Si la catégorie que vous avez utilisée, c'est une catégorie 10.1 ou une catégorie 10. OK? Donc, si l'auto était rentrée dans la catégorie 10 à 30%, ben, vous restez dans la même catégorie. Vous n'allez pas rajouter une autre section de dépenses à véhicule. OK? Donc, vous allez jumeler les deux en même temps et vous allez indiquer la vente et l'achat en même temps, dans la même dépense de véhicule. Bon, si votre auto est catégorisée dans la classe d'amortissement 10.1, dans la catégorie, dans ce cas-là, 10.1, ben, dans ce cas-là, ça vous prend deux saisies de voitures, de dépenses de véhicules distinctes. Ça vous prend un pour le véhicule que vous avez vendu et ça vous prend un autre pour le véhicule que vous venez d'acheter. Et là, vous allez diviser les dépenses, vous allez les partager parmi ces deux dépenses de véhicule. Donc, ça dépend. Si vous avez une catégorie 10, vous jumelez tout dans une dépense de voiture. Si vous avez une catégorie 10.1, c'est dans deux dépenses de véhicules distinctes que vous allez utiliser. Bon, donc habituellement, on avait pour 1 heure dans cette pour ce Facebook Live, mais à cause des problèmes techniques qu'on a eu avec Ida, ben, on va le dépasser un peu. Qu'est-ce que tu en penses, Ida? On va essayer de répondre à plus de questions. OK, bon. Allez-y, Ida, on va essayer de répondre aux autres questions. On va faire une autre 10 minutes. OK? On était rendu à... Wow, il y a beaucoup de questions. Oui, c'était, je pense, j'avais passé Maria Gali, puis là, on est à François Giroux. Je ne sais pas si tu le vois là. Non, vas-y, fais cette question-là, je vais me retrouver. OK, bon, François Giroux. J'ai commencé mon impôt expert en important Impôt Expert 2018. Pourquoi le programme ne reporte pas automatiquement la cotisation inutilisée de mon REER en 2018 à une année ultérieure à mon rapport d'impôt 2019? J'ai dû ajouter moi-même
à mon impôt expert 2019. Pourtant, le programme a importé directement en 2018 des déductions TPS, TVQ, et pourquoi ce n'est pas fait? Ça, honnêtement, François, je ne sais pas le pourquoi. Il aurait dû prendre ton montant limite de l'année précédente. Ça, il faudrait contacter notre département de soutien directement. Ça, honnêtement, je suis pas sûr le pourquoi. Ça aurait dû le faire. Regarde, j'ai pas de réponse présentement pour ce Facebook Live. J'ai pas de réponse, malheureusement. Bon, allez-y, Ida, prochaine question. Est-ce que tu as répondu à Malek concernant son fils Non. qui fait du sport d'études? Alors, Non, je pense que non. Ouais. OK. Est-ce qu'il doit déclarer ses frais pour le sport études? OK, donc le sport études, ben ça dépend. Si les frais sont considérés comme des frais de scolarité, si vous avez reçu un T2202, ben là, vous les saisissez dans les frais de scolarité. Sinon, il n'y a pas d'autre place vraiment pour les saisir à ces montants-là. Il n'y a pas vraiment d'autre place sur la déclaration de revenus que je peux y penser juste comme ça, là, qu'on peut réclamer ces frais-là. Donc, si vous avez reçu, si l'emplacement de sport-études est considéré comme une institution éducative admissible, ben on les réclame comme frais de scolarité. Il faudrait juste vérifier pour voir si l'institution est bel et bien considérée comme une école, en d'autres mots, là, une école postsecondaire dans ce cas. Allez-y, Ida. OK. Louise Potier. Avez-vous... OK, elle a répondu, excuse, à M. Taruk. Désolée. Oui, je pense qu'il y avait une autre question sur les études. Ça se peut-tu? Je pense que c'était sur le fait de reporter il y avait des frais de scolarité non déduits dans les années antérieures qui a été reporté. Comment qu'on fait pour les déduire? OK, ben encore une fois, s'ils ne sont pas déjà dans le logiciel, ben vous allez dans la section des frais de scolarité. OK, donc dans le montage entrevue, encore une fois, vous allez dans la section étudiants, vous cochez la case à scolarité, études et prêts étudiants. Vous dites suivant, à moins que c'est déjà coché. Là, dans le menu à gauche, vous allez dans la section scolarité, études, prêts étudiants. Vous allez dans la section où vous saisissez les frais de scolarité de l'année en cours. Et vous allez avoir une saisie vers le milieu qui s'appelle frais de scolarité et montant pour études d'année antérieure non utilisés. Et c'est là-dedans que vous allez saisir ces montants-là. OK? Et le Shell va les appliquer automatiquement dans le dossier que vous traitez, tout simplement. D'accord. Question de Brigitte Roy. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas payer de pénalité si on cotise 3 000 $ en réel et que le max qu'on peut déduire est 650. Quand on écrit 3 000 de cotisation pour les 60 premiers jours de 2020 et qu'on écrit 650 comme déduction de REER à utiliser, l'avertissement en bas de la page de 1% de pénalité demeure. Oui, parce que n'oublie pas que les 60 premiers jours de l'année, c'est basé sur votre limite de l'année précédente. Parce que les contributions que vous effectuez dans les 60 premières journées de l'année, vous les déclarez dans la déclaration de l'année précédente. C'est pour ça que vous avez cet avertissement-là. Mais effectivement, vous avez raison. L'application de la pénalité de 1% s'applique sur l'année calendrier et non pas sur l'année sur l'année cotisable, qui est entre le 2 mars et le 1er mars. OK? Donc, vous avez raison dans ce cas-là. L'avertissement n'est pas nécessairement correct dans ce cas-là. Mais sachez que vous pouvez l'ignorer tout simplement. Il n'y a rien qui va se transmettre au gouvernement là, pour leur dire qu'il y a une pénalité. C'est le gouvernement qui va le déterminer eux-mêmes. Mais sachez que si, par exemple, vous avez effectué cette contribution-là dans les 60 premières journées de l'année, vous avez encore le temps, vous avez 90 jours pour annuler cette contribution-là avec votre institution financière. Ça s'appelle le remboursement de vos cotisations. Okay, c'est un formulaire en particulier qu'il faut envoyer et vous annulez votre contribution. Comme ça, vous vous empêchez des pénalités. Donc, c'est la réponse dans ce cas-là. D'accord. Marie-Hélène Gagné, est-ce qu'on peut continuer le REER FTQ si on travaille à l'extérieur du Canada? Ça, je l'ai répondu. Ah, tu l'as répondu. Oui, okay. oui, celui-là, j'avais répondu. Ouais. OK. Les frais de scolarité, pourrais-tu dire c'est quoi les limites ainsi que combien,
Soit si on prend un cours d'anglais, si on prend un cours en informatique, quel est le montant qu'on peut déduire de nos frais de scolarité, s'il y a des limites, à quel niveau du gouvernement? Bon, il y a pas de limite prescrite, là. Okay? On peut pas dire, par exemple, ben, on vous laisse seulement 2000 $ de frais de scolarité. La limite, tout simplement, c'est votre impôt fédéral et votre impôt provincial. Tout simplement. OK? Donc, donc, à cause du fait que vos crédits que les frais de scolarité sont des crédits non remboursables, comme je l'ai expliqué dans une autre question que j'avais répondu, ben les crédits, le crédit dans ce cas-là, on peut pas, si on dépasse le seuil de l'impôt fédéral, de l'impôt provincial, ben le montant excédentaire est perdu. On ne peut pas l'utiliser parce que c'est un crédit non remboursable qui veut dire on ne peut pas créer de remboursement si nos crédits dépassent notre impôt. Okay, c'est pour ça que ça s'appelle non remboursable. Donc, le seuil, la limite, c'est notre impôt. Donc, l'impôt fédéral, l'impôt provincial, ça devient nos seuils, okay, en général. OK, mais si je paye un cours 50 est-ce que je peux le prendre comme déduction? Non, OK. Donc là, si on parle de seuil individuel par reçu, ben dans ce cas-là, il faut dépasser le seuil de 100 $. OK. Donc, la limite dans ce cas-là pour les deux paliers du gouvernement, c'est que le reçu comme tel par institution doit dépasser 100 $. OK. Pas combiné, là. Si par exemple, j'ai Institut linguistique à 50, puis j'ai une autre école, un cégep à 60, ça ne compte pas dans ce cas-là. Par reçu, je dois dépasser le seuil de 100 $. Parfait. Merci. Liette Brabant, fractionnement du revenu. Afin de bénéficier pleinement du montant de la sécurité de la vieillesse, le revenu ne doit pas dépasser le seuil préétabli par le fédéral. Si le revenu de mon conjoint dépasse le seuil disons par 1000 $, pouvons-nous sur papier transférer l'excédent de revenu au conjoint? Nous sommes les deux à la retraite et mariés. Oui, mais ça manque un peu de renseignements aussi, là, parce qu'on ne sait pas c'est quoi les types de revenus, les autres revenus qu'on a. Oui, garde. Oui, parce que le remboursement des prestations, c'est appliqué de façon individuelle et non pas de façon combinée. Donc oui, effectivement, on peut fractionner, mais on ne peut pas fractionner la pension de sécurité de vieillesse. Ça, c'est pas un revenu qui est fractionnable. OK? Non plus la Régie des rentes du Québec. Ça, on ne peut pas fractionner ces deux types de revenus-là. On peut seulement fractionner les autres types de pensions. Par exemple, les REER, les FER et les RPA. Donc, on pourrait peut-être jouer avec le fractionnement pour ces montants-là, pour qu'un des conjoints se retrouve en dessous de ces seuils-là. Ça, on peut le faire. Mais on peut pas, par exemple, on peut pas fractionner la pension de sécurité de vieillesse pour s'empêcher, dans ce cas-là, le remboursement des prestations. Ça, on peut pas le faire, malheureusement. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a des déductions pour le transport en commun pour les aînés? Pour le transport en commun pour les aînés, une très bonne question. Juste par hasard, comme ça, il me semble que non, à moins qu'on pourrait le réclamer comme frais médical. OK, je pense que c'est le seul, dans le seul cas qu'on pourrait le faire. Mais à part de ça, non. Il me semble que non pour le transport en commun, à moins au provincial, mais honnêtement, je ne suis pas sûr, mais d'après moi, non. Je ne peux pas y penser juste comme ça. OK. Sarah Bloin. OK, elle a reçu des frais de garde pour une CPE, mais aucun relevé 24. Qu'est-ce qu'elle doit l'écrire à la ligne E? Ouais, ça devient truqué, là, parce que sans relevé 24, le gouvernement n'a pas ce reçu-là. Si c'est une CPE, d'après moi, ça veut dire subventionné, là, si je comprends bien, là. Donc, si c'est une garderie subventionnée, ben, carrément, c'est zéro, là. On peut pas réclamer les frais de garde du côté provincial, ou ça va être un montant vraiment infime, là. Ça va être vraiment très petit, le montant qu'on pourra réclamer. Donc, dans ce cas-là, la réponse, c'est vraiment, il n'y a rien du côté provincial, malheureusement. Si c'est une garderie subventionnée, donc on parle des garderies à 8 $. Si c'est une garderie privée, donc si on paye par exemple 30, 35, 40 $, par journée, bien, dans ce cas-là, le montant qu'on réclame au fédéral, c'est le même montant qu'on peut réclamer au provincial pour la case E. OK. Patrick Gonzalez.
Bonjour, dans Mhm. mon cas, je n'ai pas eu de revenus en 2019, aucun feuillet d'information. Mais j'ai fait des études, reçu physique. Ouais. Et c'est ma première déclaration car je suis devenue résident permanent. Comment la faire Félicitations. avec votre logiciel? Et là, Ah, vous marquez ma femme. Est-ce que vous avez un conjoint aussi? Ou une conjointe plutôt? Alors, OK. OK. Donc, dans ce cas, comme je l'avais précisé auparavant dans l'autre question, ben, ça vous prend absolument la section immigrants. Donc, quand vous êtes dans le montage de l'entrevue, OK, vous allez cocher la case à côté dans la section situation spécifique. Vous allez cocher la case à côté de immigrants, immigrants, particuliers non résidents. Et là, vous allez avoir une section qui va apparaître juste en dessous du montage de l'entrevue, qui s'appelle immigrants, immigrants non résidents. Vous allez sélectionner, vous avez immigré au Canada avec un I en 2019. Et là, vous cessez votre date et la date d'entrée ou la date où vous étiez devenu résident permanent du Canada et vous cessez les autres et vous répondez aux autres questions que le Shell va vous poser. Après ça, vous allez saisir quand même vos vos feuillets de scolarité. Ça vous les prend parce que même si vous n'allez pas les utiliser, parce que vous n'avez aucun revenu cette année, vous n'allez pas utiliser ces frais-là comme crédit. Là, vous n'allez pas être capable de réclamer un crédit parce que vous n'avez pas d'impôt fédéral ni d'impôt provincial à payer. Il faut quand même les déclarer et les reporter à l'année suivante. OK? Donc, il faut les déclarer l'année que vous avez encaissé ces frais-là. On ne peut pas juste archiver ce reçu-là et après ça les déclarer, par exemple, en 2020 ou 2021. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument les déclarer en 2019 et vous les reporter à l'année suivante. parfait. Louis Demers, bonjour. Mon grand-père demandait le crédit pour maintien à domicile les années passées et il demeure dans un établissement pour personnes âgées différent de ma grand-mère. Il est OK? décédé en juin 2019, donc Ouais. son conjoint doit faire la demande du crédit. Ouais. Mais Impôt Expert met dans le revenu du côté de mon... Oups, désolé, ça bouge trop vite. Met dans le revenu... Dans, euh, non, met dans l'entrevue du côté de monsieur les efforts pour le crédit. Même si je précise au système que madame va demander le crédit sur l'annexe J. Ce sont les données de monsieur qui sont inscrits comme adresse de résidence et tableau de monsieur de monsieur en premier et tableau de madame en deuxième. Mais vu que monsieur est décédé, il faut pas que cette adresse soit celle de madame ainsi que le tableau de madame en premier et celui de monsieur en deuxième. Alors, il veut changer aussi le chef de famille. OK, on peut pas changer le chef, malheureusement. Ça, on peut pas le faire. C'est une réclamation par couple, même dans un cas de décès, là, il faut quand même, c'est un par couple. Il me semble qu'on peut le saisir dans le dossier du conjoint. Il me semble. Peut-être que j'ai tort là-dessus. Mais il me semble qu'on peut tout simplement saisir ces données-là dans le dossier du conjoint, il me semble. Je vais juste essayer un scénario assez rapidement, là. Euh, juste pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il me semble que je peux le faire dans le dossier du conjoint. On pourrait vous revenir là-dessus parce que je veux pas, parce on est déjà quasiment fini là-dessus. Là, on pourrait vous répondre un peu plus tard. Mais il me semble qu'on peut le faire. Je vais juste aller là-dedans. Annexe J. Je vais juste le faire maintenant. 2 secondes, excusez-moi tout le monde, juste pour répondre à la question. Puis après ça, on va répondre à une dernière question, parce qu'on est déjà au temps, on est déjà à midi à 15. Euh, donc, si je vais dans... OK. OK, on va vous revenir là-dessus. Là. Je me souviens pas comme ça, là, parce que j'ai pas un dossier, malheureusement, qui est prêt là. Là-dessus. On va vous revenir là-dessus, dans les commentaires. On va vous répondre à votre question. Donc, on va prendre une dernière. Qu'est-ce que tu en penses, Ida? On a déjà OK, dépassé de on 15 va prendre minutes. une dernière. Alors, Ouais. OK. Angèle Roscal, j'ai acheté un triplex en 2016 et 2 tiers, j'ai loué. Un tiers, j'ai Parfait. habité. En Parfait. juillet 2019, je suis déménagée
Comme présenter le changement d'usage, comment présenter le changement d'usage? Je n'ai pas vendu ma partie locative. Le triplex devient 100% locatif. OK. La façon que vous allez le refléter, c'est que premièrement, vous avez une transaction de gain en capital à déclarer parce que vous venez juste de vendre votre résidence principale. OK. Vous avez vendu la portion qui est de résidence principale, donc il faut quand même aller dans la section gain en capital et faire la déclaration de gain en capital et vous allez déclarer et vous allez aussi désigner les années que vous avez vécues là-dedans comme résidence principale. Ça, c'est en premier lieu. La raison pour laquelle il faut le faire, c'est parce que il faut déterminer la juste valeur marchande du 1/3 que vous avez habité pour les fins de l'immeuble locatif. Du moment que vous avez effectué la transaction de gain en capital, il faut après ça, en deuxième lieu, aller dans votre revenu locatif et vous allez faire une addition à votre immeuble locatif. Donc, dans la partie amortissement, donc dans la catégorie 1 à 4 que vous avez déjà dans votre revenu locatif, vous allez faire une addition à la valeur de l'immeuble qui va être le 1/3 que vous avez, entre guillemets, vendu fiscalement dans ce cas. Et le montant de l'addition serait la juste valeur marchande du 1/3 de l'immeuble au moment que vous avez déménagé. C'est ça qu'il faut faire. Donc, 2 transactions. Gain en capital avec déclaration de résidence principale. Comme ça, le gain n'est pas imposable pour vous parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas imposable parce que c'était votre résidence principale. Et vous faites la vente à la juste valeur marchande. Après ça, dans votre revenu locatif, dans la partie amortissement, la catégorie 1 à 4 vous allez faire une addition à cette catégorie-là pour le 1/3, la juste valeur marchande que vous venez juste de déclarer. Donc, Ida, je pense que c'est tout, hein? Oui, pour ceux qu'on n'a pas réussi à répondre aux questions, vous pouvez les envoyer en message privé et on va s'arranger de vous donner au moins soit la réponse ou vous diriger où trouver la réponse. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. C'était vraiment bien. On a eu du travail, hein, Ida, aujourd'hui. On a eu bien du travail. Les questions rentraient beaucoup très vite. Oui, exactement, exactement. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir venu à cette session de Facebook Live et passez une très belle journée. Et donc, oui, passez une très belle journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Au revoir.